Bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci d'avoir poussé la porte du club de lecture de France Culture ce midi. Direction la côte ouest des États-Unis, dans le sud de la baie de San Francisco, c'est la Californie. Bienvenue dans la vallée du silicium. Vous savez, ce semi-conducteur que l'on retrouve dans la quasi-totalité des appareils électroniques et informatiques. C'est dans la Silicon Valley que sont nées les nouvelles technologies qui accompagnent aujourd'hui nos vies, la vie des milliards d'individus. C'est là aussi que s'est construit le mythe de l'entrepreneur. Vous connaissez leur nom, Elon Musk, Steve Jobs, Jeff Bezos. Nos invités nous racontent jusqu'à 13h30 le monde dans lequel ils évoluent, un monde qui a envahi notre imaginaire. On en discute avec eux et avec les lecteurs et lectrices du Book Club. En une vingtaine d'années, il a créé PayPal, SpaceX et Tesla. Il a révolutionné l'aérospatiale et les voitures électriques. La science et le progrès sont au centre de sa vie. Il s'agit ici de la déconstruction d'un mythe. Puisque oui, le mot est posé. Jamais une fiction ne m'a paru autant réelle. Mais les dés sont pipés. France Culture, le Book Club, Nicolas Herbeau. Les voix de Quentin Clerc, Candice, lecteur et lectrice du Book Club qui nous accompagne ce midi avec impression de lecture et conseils de lecture. Bonjour Olivier Alexandre. Bonjour Nicolas. Vous êtes docteur en sociologie, chargé de recherche. Je vais réessayer. Il faut beaucoup d'années, donc je comprends que vous ayez beaucoup de temps pour au CNRS. pour prononcer. Vous publiez ces jours-ci aux éditions du Seuil un essai intitulé « La tech, quand la Silicon Valley refait le monde ». On connaît le nom Silicon Valley, on entend le mot tech, même si on a peut-être du mal à définir précisément ce que c'est. Comment vous vous êtes dit qu'il y avait derrière ces mondes, ces mots, un objet de sociologie, en tout cas un terrain d'étude ? Je me le suis dit en m'en rendant compte. C'est-à-dire que moi, quand j'étais encore jeune chercheur, je travaillais sur le cinéma et la culture, plus précisément le cinéma français. C'est à la faveur d'un post-doctorat et d'un séjour de recherche à Stanford que j'étais parti avec beaucoup d'espoir et d'enthousiasme pour aller enquêter Netflix. Et puis, je me suis aperçu, mais visuellement, physiquement, que ces grandes entreprises de la Silicon Valley, même si elles présentaient des valeurs de transparence, et d'ailleurs, si vous vous rendez aujourd'hui encore sur le siège social de Netflix, c'est des baies vitrées, donc il y a aussi cette idéologie incarnée. En fait, ce sont plutôt des forteresses qu'il faut apprendre à contourner, à déverrouiller et à développer différentes stratégies de recherche pour pouvoir y pénétrer. Vous avez pu le faire, du coup, par le biais d'abord de l'université, c'est ça ? Ou comment vous avez pu, pénétrer ces mondes-là ? En fait, je pense que je suis passé un peu par les mêmes phases que tout entrepreneur ou entrepreneuse qui arrive là-bas. La première phase, c'est celle de fascination, parce que de fait, on peut croiser des personnes et des personnalités extrêmement connues ou richissimes. Et moi-même, j'ai failli me faire renverser un soir dans une rue déserte par Peter Thiel. La deuxième phase, c'est plutôt une phase de désenchantement ou de désillusion, parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, c'est extrêmement compliqué, qu'il y a des codes qui sont très serrés et qu'on ne peut pas y échapper, et qu'en plus on a affaire à quand même un univers extrêmement hiérarchisé, quoi qu'ils en disent. Et puis la troisième phase, qui est une phase de réalisme, où il s'agit là de se dire ok, je suis là, je suis loin, j'ai pas les mêmes ressources que tout le monde, mais je vais quand même essayer d'en faire quelque chose, et en l'occurrence c'est ce que j'ai essayé de faire en passant par les ascenseurs, les 3-4 ascenseurs qu'on peut utiliser dans la Silicon Valley. Le premier, effectivement, c'est les réseaux d'alumni, d'anciens d'universités, donc Stanford c'est vraiment le cœur du réacteur, donc ça effectivement c'est relativement efficace. Le deuxième, c'est les connaissances au sein des entreprises qui peuvent aussi jouer comme un relais important. Donc moi, j'étais pas salarié, mais en tout cas, à chaque fois que je pouvais pénétrer ou me socialiser avec quelqu'un, j'avais tendance à creuser ce sillon. Le troisième, c'est la diaspora. C'est les communautés d'étrangers. Il faut vraiment le rappeler, c'est un point extrêmement important. C'est la moitié des travailleurs de la Silicon Valley qui sont nés dans un autre pays. Elon Musk lui-même est d'origine sud-africaine. Et puis le quatrième, qui est plus incertain, c'est la question des loisirs et ou des stigmates. Et en l'occurrence, cette capacité à transformer un centre d'intérêt ou une discrimination, ça dépend. Si on est racisé, par exemple, ou si on adore le yoga, serait un autre exemple opposé, on peut aussi s'inscrire au sein d'une communauté, la communauté étant une espèce de forme sociale
dominante au sein de la Silicon Valley. Alors on va, pendant cette émission, se balancer en permanence entre enchantement et désillusion dans ce monde, évidemment. Et vous allez dialoguer, Olivier Alexandre, avec notre autre invité, Anthony Galluzzo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Saint-Étienne, l'auteur aux éditions Zone de cet essai, Le mythe de l'entrepreneur, sous-titré « Défaire l'imaginaire de la Silicon Valley ». Ça nous a paru évident de vous faire discuter et échanger. Peut-être même la même question d'abord, vous, votre travaux portent sur l'imaginaire marchand, sur les cultures de consommation. Comment est-ce que la Silicon Valley et les entrepreneurs se sont imposés comme un sujet d'étude ? Alors, par deux voies, je dirais. La première, c'est le fait qu'en étudiant les cultures de consommation, le marketing, la publicité, on se rend vite compte qu'Apple est une marque très importante dans cette histoire, fin XXe siècle, notamment parce que c'est la plus grande capitalisation de marque, la marque la plus chère au monde. Et ça s'explique aussi par toute une ingénierie symbolique, tout un travail publicitaire qui a été réalisé à travers donc la publicité bien sûr, mais aussi à travers une forme de storytelling. L'incarnation par Steve Jobs. Par l'inventeur, ouais. Effectivement. Et justement, à la mort de Steve Jobs aussi, mon intérêt avait été piqué puisque j'avais remarqué qu'il y avait tout un ensemble d'hommages. Hein. C'était vraiment un hommage planétaire. Il y avait des tweets dans tous les sens, etc. Il y avait des hommages de présidents. Il y avait des hommages de businessmen, de personnes de tous horizons. Et en fait, on relevait à chaque fois les mêmes descripteurs, les mêmes éléments visionnaires, génial, créateur, une phraséologie du don. Il nous a donné l'iPhone, il nous a donné l'ordinateur moderne, etc., etc. Il y avait toujours les mêmes éléments de langage qui revenaient et je me disais qu'il y avait quelque chose d'assez structurel là-dessous sur lequel on pouvait enquêter de manière plus historique et socio-historique. Avec aussi des hommages d'inconnus devant les magasins Apple, et ça vous le racontez très bien dans l'introduction de votre livre. Quentin, notre lecteur qui est aussi libraire à la Souterraine, librairie L'Apothicaire, a lu votre essai, Anthony Galluzzo, et voici ce qu'il en a retenu. Il s'agit ici de la déconstruction d'un mythe. Il s'agit bien de la déconstruction d'une histoire montée de toutes pièces par Homo narens, qui, depuis sans doute les premiers foyers, les premières veillées, se gorge d'histoires nourrissant l'espoir, l'émancipation, mais pouvant, comme l'autre face d'une même médaille, être l'outil de la coercition, être l'étendard d'un idéal qui sert celui qui le diffuse au détriment de celui qui y croit. Ainsi en va-t-il du mythe de l'entrepreneur qu'Anthony Galluzzo s'emploie brillamment à déconstruire. L'on nous brandit le parcours de ces hommes, car oui, peu de femmes dans cette mythologie, tels Steve Jobs, Jeff Bezos ou d'autres qui, venus de nulle part, par un sens inné de l'innovation, par une volonté acharnée, révolutionnent qui la technologie, qui le marché. Et c'est la force de ce mythe, donner à croire à n'importe qui que, à force de sueur, de travail acharné, l'on pourra devenir la nouvelle incarnation de ce mythe. Que l'on peut se faire seul, mais les dés sont pipés. Et c'est ce que nous rappelle brillamment Anthony Galluzzo. L'individu est un produit conjoncturel, le produit d'une période, d'une époque, d'un contexte. L'individu tout-puissant que l'on monte au pinacle n'est là que parce qu'il s'est appuyé sur des constructions collectives et sur le travail de milliers ou centaines de milliers d'autres que la mythologie, sciemment, n'aura pas retenu. Sans service public, pas d'essor individuel. Sans les routes construites par les États, pas de transport de marchandises, etc., etc. Alors oui, à l'heure où l'une des incarnations de ce mythe se voit décorée de la Légion d'honneur, le livre d'Anthony Galluzzo revêt d'autant plus d'importance. La Légion d'honneur, c'est Elon Musk, qui a été décoré par Emmanuel Macron il y a quelques semaines. Vous dites, Anthony Galluzzo, que l'entrepreneur que vous analysez n'est pas un acteur économique et social comme on peut le connaître plus communément. Vous dites que c'est une catégorie de discours, c'est-à-dire un assemblage de récits, d'anecdotes, de citations, et qui transforme cet entrepreneur presque en célébrité. Au fil des productions médiatiques. Ça veut dire qu'il y a un alliage, une alliance plutôt entre lui, ce qu'il fait, et le monde médiatique, c'est-à-dire une sorte de porte-parole qui s'exprime à sa place. Alors, l'entrepreneur, ça peut être plein de choses, hein, selon le regard qu'on porte sur lui. Ça peut être un acteur économique, ça peut être un acteur social. Moi, effectivement, je l'ai abordé comme une catégorie de discours et j'ai produit une analyse qui est plutôt narratologique. Et effectivement, alors, comment j'ai procédé? J'ai construit un corpus. J'ai commencé par une étude de cas inaugurale autour de Steve Jobs, qui est pratique puisque c'est suffisamment reculé dans le temps pour qu'on puisse avoir un recul justement historique, mais aussi c'est pas comme une des premières figures, une des premières célébrités entrepreneuriales comme Andrew Carnegie par exemple, qui est beaucoup moins connu, notamment en France. Voilà, ça me semblait être une étude de cas intéressante, donc j'ai collecté tout un ensemble de documentaires, de biopics, d'articles de presse depuis fin des années 70,
de biographie également, et j'ai essayé de faire une analyse thématique en essayant de cerner les redondances, les termes, la terminologie qui est récurrente, et également aussi toutes les anecdotes qu'on raconte vraiment très, très fréquemment, et au contraire les choses qu'on va avoir tendance à euphémiser. Et on voit qu'il y a un discours commun. C'est pour ça, en fait, la terminologie, le mythe, qu'est-ce que c'est qu'un mythe? C'est une narration sans auteur. C'est-à-dire que c'est tout un ensemble d'éléments, une narration type que l'on peut deviner, que l'on peut apercevoir à travers tout un ensemble, tout un corpus de textes en les empilant. Et alors effectivement, il y a une relation symbiotique entre la presse. En fait, tout ce storytelling, c'est une coproduction. C'est une coproduction entre les entrepreneurs d'eux-mêmes, de leur image, storytellers, qui vont en fait s'imposer en tant que personnages médiatiques, en tant que célébrités entrepreneuriales, et ils vont le faire à travers notamment une collaboration avec des journalistes. Relation symbiotique, pourquoi? Puisque les journalistes vont aussi profiter de ces relations en faisant du clic, en vendant du papier, avec ce qu'on peut appeler un bon client. C'est-à-dire... Une belle histoire, ce qu'on appelle une belle histoire, un récit qui est très séducteur, une bonne histoire à raconter, parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas d'enjeu derrière, que c'est simplement l'idée de la réussite qu'on met en avant, c'est ça? Alors, c'est assez complexe en fait. Il y a tout un imaginaire qui est celui de l'entrepreneur américain, qui a beaucoup à voir avec l'imaginaire national, l'imaginaire du self-making, le fait de parvenir à la force de sa propre individualité, son propre talent, ses propres efforts. Voilà, c'est quelque chose qu'on ne peut pas résumer à une formule simple. Il y a tout un ensemble de schèmes, il y a tout un ensemble de catégories thématiques. On peut parler par exemple, quelque chose qui est très structurant dans cette littérature, une littérature assez manichéenne, dichotomique, l'opposition entre le vilain capitaliste et l'entrepreneur au sens le plus humaniste du terme. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas là pour réaliser du profit, mais qui est là pour faire advenir le beau. Et Steve Jobs est très, dans sa mythologie, Steve Jobs est très représentatif de cette dichotomie, notamment dans la guerre symbolique qu'il a livrée à Bill Gates dans les années 80-90, en le caractérisant comme un capitaliste qui vendait des ordinateurs mais qui aurait pu vendre toute autre chose, puisqu'il n'était pas là en humaniste, il était là en profiteur. En fait. C'est Jeff Bezos qui a été décoré, j'ai dit une bêtise tout à l'heure. Le mythe de l'entrepreneur commence, dans le cas de Steve Jobs, par cette petite anecdote. C'est un peu comme Olivier Alexandre qui a failli se faire écraser tout à l'heure. C'est le mythe du garage. C'est là que tout s'est créé et on imagine très bien Steve Jobs avec Steve Wozniak dans son garage en train de brancher des câbles, etc. Et ça, évidemment, ça fait rêver. Alors, un des passages obligés en fait des grandes narrations entrepreneuriales, c'est la scène fondatrice. Et alors une scène du garage, c'est la scène qu'on voit souvent apparaître dans les histoires consacrées à Apple, mais aussi à Amazon ou à d'autres entreprises. Effectivement, ça implique toujours qu'on est face à un entrepreneur qui est sorti du désert, qui est sorti du néant. Et en fait, on se rend compte que c'est une construction très arbitraire, puisque quand on fait l'histoire d'une entreprise, on n'a pas un moment de création. On en a plusieurs qui s'étalent souvent sur des semaines, des mois, voire des années. Et alors, on a toujours un choix qui est très arbitraire. On peut raconter la naissance d'Apple en fixant l'objectif bien davantage sur Hewlett-Packard. Hewlett-Packard, où les prototypes de l'Apple 1 et 2 ont été élaborés par Wozniak, qui était alors ingénieur dans cette entreprise. J'aurais pu vous donner d'autres scènes alternatives, en fait, pour raconter cette histoire de création, cette scène fondatrice. On se rend compte, quand on fait des comptabilisations, des quantifications sur le corpus de documents, d'œuvres qui sont consacrés à Apple, que très majoritairement, ce qui est raconté, c'est la scène du garage. Olivier Alexandre, est-ce que cette mythologie, ces récits, ces anecdotes, ça fonctionne toujours auprès des gens que vous avez pu rencontrer dans la Silicon Valley? Est-ce que tout le monde est dupe, si on peut le poser autrement? Il y a un livre d'un historien bien connu, français, Paul Venn, qui s'intitule « Les Grecs ont-ils cru en leur mythe ?» Et je pense que c'est une lecture utile en l'occurrence. Je pense un des chocs pour des gens qui arrivent dans la Silicon Valley, parce qu'on arrive presque toujours dans la Silicon Valley, on y naît et on y repart, mais on y naît en tant qu'entrepreneur et assez peu comme individu. C'est à quel point en fait il y a un écart entre cette mythologie que raconte bien Anthony et puis la réalité concrète et la manière dont les choses se passent. Et y compris quand elle porte sur le même motif, c'est-à-dire que là en l'occurrence le garage fonctionne de notre point de vue comme un mythe quasiment cinématographique. En l'occurrence, dans la Silicon Valley, c'est une condition de production. C'est-à-dire que les logements sont tellement chers
qu'en fait le garage est loué, sous-loué, y compris par le personnel enseignant, y compris par des employés de la tech, y compris par des employés de la tech très bien rémunérés, parce qu'on peut vendre, on peut louer ou sous-louer son garage facilement à $1000, 1000 €. Et il y a des cas très connus. Suzanne Wojcicki, l'ancienne PDG de YouTube, par exemple, a rencontré Larry Page, qui est actuellement son compagnon, le fondateur de Google, en leur sous-louant et en lui sous-louant le garage. Et il faut voir aussi, je parlais d'unité de production, il faut voir aussi le rôle en fait des entrepreneurs vraiment en tant que porteurs de nouvelles combinaisons et utilisés par des investisseurs, parce que c'est une industrie effectivement dite des nouvelles technologies, on ne sait jamais ce qui va marcher, et donc c'est une industrie qui est très 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 gourmande des nouveaux projets, des nouvelles personnes qui peuvent les porter, et qui fait de ce point de vue de feu de tout bois. Et c'est aussi bien le garage que les dortoirs d'université, on peut penser à Facebook, que les coffee shops, on peut penser à Yahoo, etc., etc. Un mot sur les femmes. Notre auditeur disait il y a très peu de femmes dans ces personnalités, dans ces entrepreneurs. Comment ça s'explique, Olivier Alexandre? Effectivement, hein, on peut saisir, et c'est très tentant, et c'est, je pense, important, parce qu'au moment où on parle aussi, on sort de mandats d'Emmanuel Macron, de la Startup Nation, et on ne peut pas faire l'économie d'un rappel à ce qui se passe dans les rues aujourd'hui, et le sentiment d'être un peu écrasé sous une mythologie de la force, et je crois qu'Anthony utilise l'expression dans son livre, hein, la violence de l'entrepreneur. Donc, il y a cette dimension-là. Il faut rappeler aussi que derrière des quelques grandes figures très connues, en réalité, la majorité des entrepreneurs et des entrepreneurs de la Silicon Valley sont plutôt absolument ou totalement inconnus, bataillent vraiment quotidiennement et aussi la nuit pour se faire un nom, pour essayer d'avoir un petit écho auprès des médias, et vit au niveau, l'équivalent du seuil de pauvreté, au sens californien du terme, qui est plus élevé bien sûr que le sens français du terme. Et sur cette population donc extrêmement hétérogène, il y a un quart de femmes qui se retrouvent confrontées à tout un tas de barrières invisibles, de plafonds invisibles qui tiennent en fait au mode de sociabilité de la Silicon Valley, parce que dans cette industrie, on ne sait jamais ce qui va marcher demain, on a tendance à faire confiance au plus évident, et ce qui est le plus évident, c'est quelqu'un qui sort de Harvard ou de Stanford, qui est blanc, qui est déjà hyper connecté, et qui semble maîtriser avec maestria le code informatique. Anthony Galuzzo, sur cette question des femmes? Alors, sur la question des femmes, c'est une porte que j'ai entrouverte et que je n'ai pas trouvé les moyens d'explorer davantage la chose, mais à l'évidence, le mythe de l'entrepreneur, c'est un mythe assez viriliste. Et il y aurait un autre ouvrage à écrire sur le sujet avec une approche féministe de la question. Et effectivement, quand on s'intéresse, comme je l'ai fait, encore une fois, moi je m'intéresse aux célébrités entrepreneuriales, c'est-à-dire aux entrepreneurs siliconiens, non pas en ce qu'ils sont, sociologiquement, statistiquement, mais en ce qu'ils paraissent à travers des couvertures de magazines, etc., dans l'imaginaire, dans l'imaginaire médiatique mondialisé. Là, effectivement, il n'y a pas de femmes, ou quasiment aucune femme, et plus largement, si on prend l'histoire des célébrités entrepreneuriales américaines de la fin du 19e siècle à nos jours, il y a des classements qui ont été faits pour évaluer, des classements scientifiques qui ont été publiés dans des revues scientifiques pour évaluer et quantifier en fait la popularité de ces entrepreneurs. On ne retrouve aucune femme. De Rockefeller Senior, Carnegie, jusqu'à Elon Musk, en passant par Gates, Jobs, etc. Effectivement, aucune femme. Parlons de cette région, la Silicon Valley. Olivier Alexandre, vous dites c'est une énigme. On ne comprend pas bien pourquoi est-ce qu'on s'est installé là, pourquoi est-ce que cette industrie s'est installée là, d'autant plus que tous ceux qui y vivent s'y plaignent. Et vous avez commencé à le dire, notamment sur les logements, sur la fiscalité, sur les embouteillages. C'est quoi la piste? Quelle est la piste pour trouver une réponse à cette énigme? Non, effectivement, quand on regarde les choses d'un point de vue historique ou géographique, c'est très étonnant. Cette histoire est même toujours aujourd'hui. Je crois que San Francisco, c'est la 18e ville la mieux connectée au monde, la 18e, très très loin derrière des villes comme Francfort, Londres, Singapour et Paris. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de ressources à exploiter, de ressources naturelles dans le nord de la Californie. D'ailleurs, San Francisco, la péninsule, le bout de la péninsule a été découvert très tard parce qu'il y avait du brouillard. Enfin,
Enfin, il y a des collines, c'est extrêmement difficile de s'y déplacer. Alors maintenant, il y a des infrastructures, notamment autoroutières, mais alors, en pleine période de boom, on peut passer 1 heure ou 2 heures dans les bouchons. C'est loin de tout. C'est loin de New York, c'est loin de Washington, c'est loin de l'Asie, c'est loin de l'Europe, et y compris du point de vue des Californiens, c'est très loin de Los Angeles, qui est vraiment la ville star. Et d'ailleurs, très longtemps, on se rendait à San Francisco, en fait, quand on trouvait sa place nulle part ailleurs dans le pays. Et il y a toujours cette tradition contre-culturelle, alors avec un S, qui est vibrante, récupérée dans la Silicon Valley. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, cette région, elle a un peu retourné ce handicap en qualité et même en spécialité, puisque c'est une industrie avant tout, et il faut le dire et le rappeler, d'information et de communication. Dès l'origine, en fait, et c'est une origine qui est diffuse ou qui a plusieurs étapes à partir disons, de la fin du 19e siècle. Jusqu'à aujourd'hui, on trouve différentes vagues ou cycles d'innovation qui sont la radio, qui sont le microtransistor, qui sont l'informatique personnelle, qui sont Internet, qui sont aujourd'hui, on verra demain, mais l'intelligence artificielle, et qui restent au-delà de ces vagues. Il y a une vraie cohérence autour de ce paradigme de l'information et de la communication qui consiste du coup à dépasser les frontières et les limites physiques. Alors évidemment, cet endroit, cet imaginaire a donné des idées, et à la fiction notamment qui s'en est emparée, et de ces thématiques aussi. Claire nous propose une suggestion de lecture, le roman Le Cercle de Dave Eggers. On l'écoute. Ce qui m'a plu dans Le Cercle de Dave Eggers, c'est que jamais une fiction ne m'a paru autant réelle. Alors la jeune femme qui vient d'être embauchée par l'entreprise de rêve, la plus puissante du monde, qui fait penser aux GAFAM, une entreprise de l'Internet, est enchantée. Elle découvre un univers où l'anonymat, la vie privée ont disparu au bénéfice de la transparence et du partage. Elle vient d'entrer dans le cercle, c'est la forme du siège social de cette entreprise. Elle participe au cercle et elle vient le nourrir de ses données, de ses images. Ce qui plaît dans ce livre, peut-être, plus que les personnages, c'est que ce n'est pas de la science-fiction, ce n'est pas de l'anticipation, c'est un futur très très proche. Il a été écrit en 2013 et décrit un monde panoptique dont il faut nous méfier, sinon n'en prenons pas confiance, il va nous absorber. Le Cercle donc de Dave Eggers que nous conseille de lire Claire sur ce qu'elle raconte dans cette fiction donc qui est pour elle qui n'est pas de la science-fiction. C'est des choses que vous avez pu voir vous sur le terrain, c'est-à-dire ces entreprises où il n'y a plus d'anonymat, il n'y a plus de vie privée. Vous parliez de transparence tout à l'heure sur même les bâtiments. Est-ce qu'il y a quelque chose à déduire de cet endroit physiquement aussi? Oui. Alors j'ai pu le constater plutôt dans les têtes que physiquement, et il y a vraiment un travail d'exploration, d'anthropologie et un coût intellectuel aussi à faire. Et quand on vient d'Europe, quand on vient de la France, quand on vient de Paris, essayer de comprendre et d'accepter qu'on a affaire à des psychologies, des manières de faire, des esprits, des cultures totalement différente de la nôtre, y compris sur la notion d'intimité, y compris sur la notion de marché, y compris sur la notion de communauté, ce qui explique en fait tout un tas de malentendus et de lecture et de relecture. Là, ce qui a été évoqué dans l'extrait qu'on vient d'écouter, c'est vraiment la version dystopique du système d'information, en fait. Parce qu'un système d'information, quand il marche bien, et c'était l'objectif de beaucoup de pères fondateurs, et qui étaient assez peu des mères fondatrices, on est d'accord, de pères fondateurs, c'était vraiment de connecter différents points dans le monde et de constituer un système d'information qui soit bénéfique, en fait, avec cette idée sûrement un peu naïf que plus on aurait un système ouvert, plus les choses se passeraient bien. On voit que cette idéologie s'est transformée ou retournée en une série de pratiques plutôt néfastes qui vont de la domination des GAFAM jusqu'au biais algorithmique en passant par la collecte et le commerce des données. C'est ce que vous dites aussi, Anthony Galluzzo, il y a tout ce storytelling, ce conte moral, presque ce chant sacré qui est caché derrière chaque entrepreneur et chaque mythe, mais il y a aussi une vision du monde qu'ils sont en train de projeter, de propager, alors, au-delà de celui de la réussite et de la prouesse.
Oui, en fait, il y a effectivement tout un ensemble de sous-entendus qu'on peut qualifier de politiques dans la littérature que j'ai étudiée, la littérature entrepreneuriale. Comme je l'ai expliqué, articles, documentaires, biographies, etc. On retrouve toujours les mêmes éléments. Comme je l'ai indiqué, l'entrepreneur créateur, quasiment démiurge, qui est celui qui est en fait l'acteur moteur de l'activité économique, qui va en fait faire advenir le progrès par la disruption, par le fait de perturber l'ordre établi et de réinventer un nouveau monde. Voilà, cet imaginaire très schumpeterien. Et en fait, quand on pousse la logique jusqu'au bout, sur ces sous-entendus politiques, justement, et cette espèce d'axiologie sous-jacente, cette espèce de politique sous-jacente, on comprend assez vite que, bien évidemment, si l'entrepreneur est supérieurement visionnaire et créateur, alors on peut considérer qu'il doit être légitimement seul aux commandes, seul amené à diriger son entreprise, puisque qu'est-ce que comprendrait à l'activité entrepreneuriale, un syndicat par exemple, on peut comprendre aussi qu'en termes de redistribution de la valeur produite, si la valeur produite n'est pas tant produite collectivement par une espèce d'écosystème inextricable, comme ça, des milliers d'individus en interaction permanente, milliers d'entreprises en interaction permanente, mais par un individu qui avant tout est aux commandes, derrière son gouvernail, alors là, effectivement, la redistribution des profits peut légitimement en fait s'orienter vers cet individu supérieur et le récompenser lui avant toute autre personne. Voilà, derrière tout ce qui peut nous apparaître comme ça, comme assez superficiel, voilà, des récits, des narrations, on a des représentations du monde qui sont porteuses de politique. Olivier Alexandre, vous parlez de joueurs dans ce monde de la Silicon Valley. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous les qualifiez comme cela et qu'est-ce que ça veut dire de qui ils sont ? Oui, je peux tenter. Alors, bon, effectivement, dans le répertoire des sciences sociales, on a tout un tas d'offres et de possibilités conceptuelles. On a les acteurs, on a les agents, on a les actants. Et en l'occurrence, j'étais pas tout à fait convaincu de l'utilité de ces termes-là, ou du moins, il m'apparaissait comme un peu limité à certains endroits, notamment dans leur incapacité à restituer le rapport au temps et le rapport à l'avenir. Et le fait que tout un tas de personnes, en l'occurrence là consacrées dans la Silicon Valley, mais en fait toute la population entrepreneuriale dans le monde aujourd'hui, s'envisageaient comme les artisans de leur propre avenir et de l'avenir d'une certaine façon de l'humanité. Et du coup, se comporter en joueurs, en mobilisant des ressources, en les transformant, en constituant leur propre ou en recomposant leur propre environnement à travers des infrastructures techniques et des entreprises. Et c'est exactement l'histoire ou le schéma qu'on retrouve derrière Apple, derrière Facebook, derrière Google et demain peut-être derrière ChatGPT. Un mot sur cette idée. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord, Anthony Galuzzo, sur cette forme un peu... en tout cas sur l'idée qu'il faut trouver de nouveaux termes pour définir aussi ces acteurs-là ? Alors, pour rebondir sur cette idée, en fait, ce que je peux dire, c'est que en fait, il y a une constante, parce qu'on parle de technologie, on parle de vision d'avenir par rapport à la technologie, il y a une constante au-delà de la Silicon Valley dans tout l'imaginaire entrepreneurial américain, ce qu'on appelait les pères fondateurs de l'économie américaine, Carnegie, Morgan, Rockefeller, etc., avec la conquête du rail, la conquête de l'Ouest, jusqu'à nos jours, en fait, la Silicon Valley, qui devient de plus en plus une synecdoque, en fait. En fait, on a toujours cette idée du progrès qu'on va faire advenir, du progrès humain qu'on va faire advenir à travers l'innovation technologique. Et ça, voilà, ça a restitué aussi dans l'histoire de l'idée de progrès qu'a bien travaillé quelqu'un comme Jarich, par exemple, en histoire. Et en fait, on est vraiment sur cette idéologie-là, c'est-à-dire l'idée que des individus dotés d'une vision supérieure sont capables de nous faire des bonds en avant, en fait, sur cette histoire de l'humanité qui à comprendre comme l'histoire linéaire d'un progrès. Et parmi eux, il y a donc Elon Musk. Et Candice a lu l'une de ses biographies d'Ashley Vance, et on écoute ce qu'elle en retient. J'ai lu la biographie d'Elon Musk, écrite par Ashley Vance et publiée aux éditions Erol. Nous connaissons tous cet entrepreneur américain, mais j'ai souhaité comprendre pourquoi tant de personnes sont captivées par Musk. Dans ce livre, nous découvrons son histoire, de son enfance jusqu'en 2017. Nous comprenons également sa personnalité et ses intentions. Ce que j'en retiens aujourd'hui grâce à ce livre, c'est qu'Elon Musk est un personnage fascinant qui a construit un empire. En une vingtaine d'années, il a créé PayPal, SpaceX et Tesla. Il a révolutionné l'aérospatiale et les voitures électriques. La science et le progrès sont au centre de sa vie. Mais pour arriver à cela, il a fallu faire bien des sacrifices, et cela concerne ses employés. Ashley Vance met bien en avant le fait que le visionnaire n'hésite pas à renvoyer ceux qui sont trop lents ou ceux qui osent se plaindre.
Cela est très souvent souligné dans sa biographie, et je ne m'attendais pas à un personnage aussi dur et aussi peu compatissant. Finalement, à la fois travailleur acharné et entrepreneur passionné, Musk a réalisé un travail titanesque, et il est certain qu'il n'a pas terminé de nous surprendre. Elon Musk n'a pas terminé de nous surprendre dans le bon sens et dans le mauvais sens du terme. Si j'ose dire, nous dit Candice, il y a en permanence, on a l'impression qu'on n'a pas le droit de dire du mal de ces super entrepreneurs, de ces rockstars presque, de ces célébrités. Pourtant, ça pose des questions, on a commencé à le dire, politiques, ça pose aussi des questions d'économie et de rapport de domination. Alors, Olivier Alexandre, vous dites dans votre livre que l'économie de la Silicon Valley incarnerait un nouveau type de capitalisme. Comment on regarde ce monde-là avec aussi la littérature qu'on connaît depuis des siècles maintenant? Oui. Alors, déjà, j'aimerais bien rebondir sur ce qui a été dit dans l'extrait qu'on vient d'écouter, et ça rejoint la discussion qu'on a avec Anthony. Il faut bien voir que les étoiles qui brillent dans la Silicon Valley sont vraiment le produit d'un écosystème. Et en fait, bon, d'une certaine façon, c'est tombé sur Elon Musk, mais les personnes sont substituables. Et si les personnes sont substituables, c'est parce qu'il y a un environnement qui produit de l'insingularité et des personnes comme ça flamboyantes. Et puis aussi parce qu'il y a un lignage. Il y a ces deux choses. C'est-à-dire que, en fait, l'entrepreneur, c'est plus un opérateur du capitalisme dans ce système-là. C'est-à-dire que c'est plutôt des universités, des laboratoires, des entreprises, des investisseurs qui ont besoin d'entrepreneurs et qui donnent de l'argent, des conseils, orientent vers des marchés pour les disrupter, un certain nombre d'individus. Et le système de sélection fait que pour un individu, on va avoir 20 000 personnes qui vont galérer, comme on dit, à Hollywood. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est comment on pense ce capitalisme-là. Il y a beaucoup de travaux sur le capitalisme numérique, de surveillance digitale, etc., avec des grandes choses et des moins bonnes choses. C'est difficile de s'en saisir parce qu'effectivement, il y a un effet de sidération, je pense, pour beaucoup d'académiciens face à la nouveauté de ce modèle qui apparaissait comme, en fait, prendre à contre-pied toutes les grandes propriétés traditionnelles du capitalisme, que ce soit la propriété privée, que ce soit l'entreprise, que ce soit la recherche de profit, que ce soit encore l'incorporation, parce que, en fait, originellement, enfin, après Internet, c'était la gratuité qui était mise en avant, c'était la communauté, le réseau qui était mis en avant, c'était le partage qui était mis en avant. Bon, en l'occurrence, si on lit ou si on regarde comment ça se fait, en fait, c'est juste un phase de décalage de construction du marché parce que le marché, il reste dans la tête des entrepreneurs, c'est juste qu'il va être monétisé un peu plus tard. Ça ne veut pas dire, Anthony Galluzzo, parce qu'il y a des grands entrepreneurs qui réussissent, qu'il n'y a pas aussi des travailleurs pauvres et toute une partie de travailleurs qu'on ne met pas en avant et qui ne travaillent pas dans des conditions acceptables. Oui, alors avant de commenter cela, juste un petit retour sur Elon Musk. Pour moi, Elon Musk, il est symptomatique justement d'une très forte croyance chez une part non négligeable du public en le mythe de l'entrepreneur. Puisque traditionnellement, une célébrité entrepreneuriale est connue pour avoir créé et diriger une entreprise. Elon Musk, c'est quelqu'un qui serait censé diriger de front, au sens le plus fort du terme, la véritable direction, 5 entreprises simultanément. Tesla, SpaceX, Boring Company, Neuralink, et désormais Twitter aussi. Et il a 12 enfants en plus, je crois. Ouais. C'est du boulot, ouais. Donc on est vraiment sur un surhomme. Et dernièrement, on pose souvent la question, mais le mythe d'entrepreneur n'est-il pas en train de péricliter, puisque en fait, il est de plus en plus sous le feu des critiques. Elon Musk est quand même sa dernière incarnation. Pas du tout, à mon sens, puisque effectivement, il est critiqué surtout dans une dimension vraiment politique, sur ses choix politiques et sur ce qu'il a fait à la tête de Twitter dernièrement. Mais ça fait 10 ans en fait qu'on a des déclarations très démiurgiques qui font sourciller personne. C'est-à-dire qu'en 2016, par exemple, Elon Musk a annoncé qu'il enverrait une fusée sur Mars d'ici 2018 et il entamerait la colonisation de la planète avant 2024. On est quand même là sur des déclarations de ce type qui tombent tous les 6 mois avec lui, en fait. Et dernièrement, on a tendance à le parodier et avoir un discours qui, semble-t-il, est plus critique et qui pointe ses outrances. Mais véritablement, à mon sens, ça fait partie du modèle économique de la célébrité entrepreneuriale. C'est-à-dire occuper l'espace médiatique
en alimentant le débat, l'opinion publique, les médias, de ce type de déclarations fracassantes qui donnent à parler et qui l'instituent aussi, toujours dans ce rôle de visionnaire, de personnage qui est capable de voir l'avenir et le faire advenir. Et encore une fois, même si ce n'est même pas de raconter le passé, là, c'est de raconter presque, de faire du storytelling de son propre avenir, évidemment, et c'est passionnant d'en discuter avec vous. Et je renvoie donc aux 2 livres de nos invités, Anthony Galuzzo, Le mythe de l'entrepreneur, défaire l'imaginaire de la Silicon Valley, disponible aux éditions Zone, et Olivier Alexandre, La tech, quand la Silicon Valley refait le monde, qui paraît aux éditions du Seuil. Merci à tous les deux d'avoir débuté cet échange et je suis sûr qu'il se poursuivra ici ou ailleurs. Merci beaucoup. Merci. Merci.